mais également de l'achat d'électricité verte. Donc, Jonathan, où en est-on au niveau du solaire en France et plus principalement en Île-de-France? Ça marche. Du coup, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est visible par tous? Je pense qu'on... Oui, là c'est bon, moi je vois bien. Ouais. Super. Du coup, rebonjour. Donc, Jonathan Huynh, je suis chargé de mission copropriété à l'Agence locale de l'énergie du climat MBE, qui est aussi une ALEC, une structure comme l'APC. Donc, un bref rappel, on est une association loi 1901. Donc, on va apporter deux missions principales. Donc, je vais plutôt parler de la première mission, notamment du conseil neutre, gratuit, indépendant sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie et sur la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, plutôt axé sur un volet énergie renouvelable. Donc, c'est vrai qu'on a un territoire qui est plutôt de l'Est de Paris. Donc, aujourd'hui, on conseille sur 35 communes et 3 territoires différents. Donc, à la fois dans le Val-de-Marne, mais aussi, surtout, principalement en Seine-Saint-Denis. Donc on porte aussi, nous, du coup, le coach CoPro aussi, en tant que structure partenaire de l'Agence parisienne du climat. Et on porte également une plateforme plutôt axée sur la maison individuelle, Pass Réno Habitat, pour ceux qui la connaissent. Du coup, sans trop tarder, on va pouvoir euh, partir sur le sujet d'aujourd'hui. Donc l'idée, comme l'a dit Jessica, c'est de repartir sur un peu le contexte de l'énergie en France, voir un peu le processus d'accompagnement, de conseil qu'on a à l'ALEC, et de faire un petit topo sur l'achat d'électricité verte. Donc en France actuellement, je pense que c'est un secret pour personne, on dépend principalement du nucléaire. Hein. Donc la partie en ENR aujourd'hui, elle est plutôt petite, hein, je dirais que 11,14% sur l'ensemble de l'énergie qui est consommée en France. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si on fait un focus sur les énergies renouvelables, on voit finalement que la partie solaire photovoltaïque est très minime finalement par rapport aux énergies renouvelables qu'on a en France, qui est 3,2%, à l'inverse de d'autres énergies renouvelables comme le bois, qui est plutôt à 39,6%, ou l'hydraulique, qui est aujourd'hui à 16,7%. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies renouvelables, elles ont couvert 23% de la consommation électrique en 2019 en France. Voilà. Donc, par rapport à l'intérêt aujourd'hui du photovoltaïque, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte énergétique aujourd'hui en France nous démontre que on part de plus en plus vers une raréfaction des énergies fossiles. Donc, ce qui nous montre qu'on a tout intérêt aujourd'hui à développer les énergies renouvelables en France. Et notamment via le photovoltaïque, pour tout ce qui est électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un prix relativement bas par rapport à nos collègues européens. Donc, le prix de l'énergie a quand même tendance à beaucoup augmenter. Donc, l'idée, c'est de favoriser plutôt du photovoltaïque dans le domaine du résidentiel, plutôt sur de l'autoconsommation, ce qui permettra à long terme de sécuriser l'indépendance des particuliers, mais aussi sécuriser cet aspect de facture. Donc, l'électricité ne fait que d'augmenter ces dernières années. Donc, si on regarde par rapport au marché photovoltaïque en France, c'est quand même une filière qui crée beaucoup d'emplois et qui a amené aussi à créer beaucoup d'emplois. On a souvent tendance à dire que en Ile-de-France, le photovoltaïque, c'est pas possible, mais on voit qu'il y a quand même du potentiel, qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Donc, pour plusieurs raisons, bien entendu, c'est pas forcément facile de partir sur un projet de photovoltaïque en Ile-de-France pour beaucoup de raisons, hein, que ce soit des contraintes urbanistiques, par rapport à tout ce qui est réglementaire. Finalement, il y a quand même se lancer sur un projet de photovoltaïque, c'est pas forcément simple, vu les modèles économiques sur lesquels on part. Ça, je referai un petit focus dessus plus tard. Et on voit que finalement, en Ile-de-France, on est peut-être les plus mauvais, entre guillemets, élèves à l'échelle française. Après, on ne va pas se comparer au sud, là où les intérêts sont quand même beaucoup plus intéressants, même en termes de capacité, c'est indéniable finalement, en termes de rayonnement et autres. Et aussi que le photovoltaïque, il est peut-être moins, je dirais, moins mis en avant par rapport au solaire thermique, qui est aujourd'hui notre filière du solaire en énergie renouvelable. Voilà. Du coup, un petit rappel sur comment fonctionne finalement l'énergie photovoltaïque.
c'est assez simple, hein. Donc on a un capteur photovoltaïque qui va capter les rayonnements, qui va créer du coup d'électricité en courant continu. Mais par contre, pour qu'on puisse s'en servir nous en tant qu'usage spécifique pour nos appareils ou autres, on a besoin d'un onduleur qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Voilà. Du coup, pour tout ce qui est en termes de, je dirais qu'en termes de vocabulaire de base, pour tout ce qui est puissance de panneaux photovoltaïques, on va parler en kilowatts crête. Pour tout ce qui est électrique, on va plutôt parler en kilovolts ampères. Et pour tout ce qui est consommation, production d'énergie, on va parler en kilowattheure. Donc, par rapport aux panneaux photovoltaïques, on a plusieurs technologies aujourd'hui. On va plutôt nous parler de ce qui est silicium cristallin. C'est quand même ce qui contribue à 90% du marché. Pourquoi ? Parce qu'en termes de rendement, c'est peut-être les plus intéressants par rapport aux couches minces. Et là où les couches minces demandent quand même plus d'efforts en termes de production, et aussi parce qu'on a quand même axé énormément le développement sur tout ce qui est silicium cristallin. Donc, et puis même en termes de part du marché, c'est quand même plus robuste. Et on a quand même des durées de vie qui vont aujourd'hui en moyenne de 30 ans pour des panneaux. Et après, je ne vais pas parler non plus de tout ce qui est organique. Ça, du coup, c'est pour d'autres choses. Donc, pour comprendre un peu les différentes technologies, donc on a le monocristallin et le polycristallin, pour tout ce qui est silicium cristallin. Donc les avantages et les inconvénients sont assez divers. Donc en termes d'avantages, finalement, le monocristallin a un très bon rendement et il a un temps de retour sur 3 ans qui est exactement comme celui du polycristallin. Sauf que le polycristallin a plutôt un bon rapport qualité-prix. Et en termes d'inconvénients, le monocristallin il s'intègre un peu mieux, vu qu'il est plutôt uniforme en termes de couleur. Je pense que pour beaucoup, ceux qui s'intéressent à tout ce qui est patrimoine et intégration dans le paysage urbain, le polycristallin, lui, a plutôt avoir une tendance esthétique plutôt sur une mosaïque bleue qui est pas forcément homogène, donc qui pose quand même certains problèmes en termes d'intégration architecturale. Donc voilà. Après, ce qu'on dit pas assez souvent, c'est que dans le choix des panneaux photovoltaïques, c'est aussi la qualité de nos panneaux, leur garantie et leur provenance. On a souvent tendance à se fournir aujourd'hui sur du matériel venu d'Asie, qui quand même, faut quand même les transporter, parce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a quand même beaucoup de panneaux qui sont produits en Europe aujourd'hui. On a nos voisins italiens et allemands qui font du très bon matériel, qui est certes un peu plus coûteux, mais si on se base sur tout ce qui est initiative et sur tout ce qui est même par rapport au transport en fait, du matériel, écologiquement, c'est quand même mieux de se fournir localement, sachant qu'en France, on commence à avoir quand même des initiatives qui permettent de produire aussi des panneaux au sein du territoire. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne, elle est assez pionnière sur tout ce qui est, je dirais, recyclage des panneaux. Aujourd'hui, il y a quand même une directive de l'Europe qui va quand même imposer jusqu'à 80% de recyclage des matières contenues dans les panneaux photovoltaïques. Donc en termes de traitement et en termes de cycle de vie du matériel, c'est peut-être plus intéressant aujourd'hui de partir sur ce type de matériel. Donc concrètement, nous en tant qu'ALEC, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, nous, on va plutôt être en tant que tiers de confiance, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, on va plutôt être porteur de projets sur les projets de photovoltaïque. Donc on va accompagner à la fois des maisons individuelles et les copropriétés. Donc on le rappelle, on va surtout conseiller sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie, rénovation énergétique et énergie renouvelable. Donc en quoi on peut les aider ? On va plutôt nous porter un regard sur ce qu'on peut faire sur site, donc avoir des études d'opportunité, à ne pas confondre avec des études de faisabilité, qu'on verra plus tard, aider à l'appui de cahiers des charges, de suivre un peu le travail que peut réaliser un bureau d'études aujourd'hui en accompagnant une copropriété dans un projet de photovoltaïque. Donc on va aussi orienter vers les initiatives citoyennes. Ça, je vais faire un tout petit laïus plutôt en fin de présentation, et on finira sur tout ce qui est orientation d'achat verte. En fait, on a trois solutions, entre guillemets. Soit on va plutôt orienter les particuliers sur une solution pour qu'ils investissent sur du coup, des panneaux photovoltaïques pour leur consommation ou pour de la vente totale, hein, peu importe. Et quand ils ont une surface plutôt importante, mais qui ne veulent pas avoir de contraintes en termes de gestion
si il y a le potentiel, plutôt les orienter vers les initiatives citoyennes ou d'autres acteurs privés. Et dans les derniers recours, si vraiment on a des copropriétaires ou du particulier qui est quand même sensible aujourd'hui aux énergies renouvelables, on va les orienter quand même vers une offre d'achat d'énergie verte pour être en accord par rapport à leurs principes. Donc, plus globalement, comment la LEC MVO aujourd'hui vous accompagne dans votre projet. Donc, on va informer, conseiller et aussi accompagner. Donc, dans la formation, on va toujours avoir un peu de recul sur le projet, dire aux personnes de faire attention à ne pas signer le premier devis et à ne pas partir sur une offre qui a l'air alléchante, mais qui finalement a pas mal de vices ou de flou. Et on va aussi les informer sur tout ce qui est financement possible pour ce type de projet et de voir quelles démarches administratives ils doivent faire pour se lancer dans ce projet-là. Donc, on va toujours prendre en compte quand même la qualité du projet, vérifier la proximité du site, s'il n'est pas à proximité d'un site protégé ou d'un site patrimonial. Parce que bon, je pense que pour beaucoup, les ABF, vous devez quand même bien les connaître dans d'autres situations, même dans le cas d'une rénovation classique. Et donc voilà, nous, on va plutôt appuyer aussi le travail des bureaux d'études ou d'AIMO pour tout ce qui est rédaction de cahier des charges, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou via les études de faisabilité. Et bien sûr, on va appuyer sur les démarches administratives qui sont parfois assez laborieuses en fonction de la situation du site. Donc, en termes d'informations et conseils techniques, ce que nous, on a comme parti pris, c'est de, avant même que la personne nous vienne nous consulter sur le PV, c'est de bien comprendre son projet et de le qualifier. C'est bien d'avoir quand même une démarche plus globale, de ne pas s'arrêter uniquement à l'idée, je veux aujourd'hui installer des panneaux. Moi, copropriétaire, qu'est-ce que je peux faire? L'idée, c'est aussi de comprendre les bâtis, de voir dans quel projet peut s'inscrire, notamment si quelqu'un aujourd'hui a l'intention de faire une réfection de toiture, par exemple, ou d'isoler sa toiture terrasse, de dire voilà, pourquoi on ne peut pas profiter de ce moment-là pour poser des panneaux photovoltaïques, ou en fonction de leurs critères et de leur sensibilité, essayer d'étudier au mieux leur projet pour éviter qu'ils partent sur un projet qui ne va pas forcément aboutir ou qui ne sera pas cohérent finalement à l'ensemble du bâtiment, à la pérennité et même à ce qu'ils veulent faire. Donc en termes d'information et de conseils, on va plutôt évaluer dans un premier temps le potentiel solaire de la toiture, parce que finalement en copropriété, on va plutôt axer l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc il y a un outil qui est plutôt axé grand public, qu'aujourd'hui a développé la région Île-de-France, qui s'appelle Mon Potentiel Solaire, qui donne une première idée du potentiel solaire. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça donne quand même une première idée, une première information si vous voulez voir si une toiture est intéressante ou pas en termes de potentiel solaire. Et on va bien sûr prendre en compte la faisabilité réglementaire, notamment tout ce qui est contraintes liées à l'urbanisme et au patrimoine. Donc ça, il y a un autre site qui recense un peu à l'échelle du coup nationale, l'Atlas des patrimoines, qui permet de repérer rapidement si on est dans une zone patrimoniale ou une zone protégée. Et après, plus spécifiquement, on va plutôt aller regarder, nous, les plans de servitude d'utilité publique du PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc là, on a un exemple sur la slide de celui d'Est Ensemble. Donc il va permettre vraiment de savoir si on peut installer des panneaux sur la toiture. Et plus globalement, ce qui va être intéressant pour le particulier, c'est de le conseiller quand même d'aller en mairie, de demander des certificats d'urbanisme. C'est ce qui va permettre de donner une situation du site et aussi toutes les contraintes de terrain. Et notamment si le projet ne sera pas validé, entre guillemets, par la mairie ou par les ABF. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui de se lancer sur une étude de faisabilité pour installer des panneaux si on sait très bien que le particulier n'aura pas les autorisations pour se lancer en mairie. Donc après, il y a deux types de certificats d'urbanisme. Il y a ce qui est simple, donc c'est juste de l'information sur le droit de construire. Après, on a les certificats plutôt opérationnels. Donc là, clairement, le maître d'ouvrage, donc la copropriété, va présenter son projet et pour voir si, au regard du PLU, son projet va être validé ou pas. Donc c'est assez, je dirais que c'est assez efficace pour savoir si le projet sera refusé par la mairie. Donc on va aussi informer et conseiller sur tout ce qui est financement.
Donc, nous, dans le cadre de nos activités, puisqu'on commence à avoir beaucoup de demandes, soit dans le tertiaire ou même via les particuliers, on a développé un guide que vous pouvez télécharger en ligne. Donc, c'est un guide qui va faire un petit topo sur tout ce qui est dispositif de soutien financier, d'avoir les différents types de portages qui existent pour une maîtrise d'ouvrage, soit d'investir directement sur une installation photovoltaïque, ou soit de la déléguer à des investisseurs privés. Donc on a aussi les tarifs de rachat qui sont en vigueur, donc à savoir qu'ils évoluent quand même chaque année. Donc c'est un guide qui est amené à évoluer dans le temps. Donc voilà, tout ce qui est prime de l'investissement et même des avantages fiscaux en fonction du modèle économique sur lequel on se positionne. Donc on va aussi conseiller sur tout ce qui est démarches administratives et juridiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps à monter ce type de projet. Donc ce que nous, on se conseille finalement aux particuliers, c'est aussi de se mettre en lien avec le CAIE, donc qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, pour être complémentaire à la fois sur les solutions thermiques et techniques du côté de la LEC MVE, mais aussi d'avoir plus de conseils sur l'aspect bâti et architectural que les architectes pourraient vous donner via le CAIE. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, ça prend, comme je dis, du temps. Donc le dossier peut prendre plus ou moins de temps en fonction des dépôts d'autorisation qu'il faut faire. Surtout si on est en zone patrimoniale, il y a aussi tout ce qui est consultation des ABF à prendre en compte. Plus globalement, ça, normalement, c'est le rôle de la maîtrise d'œuvre, de conseiller le particulier sur les assurances et les garanties à souscrire. Mais c'était quand même important, vu qu'aujourd'hui, c'est quand même une solution pro, de rappeler toutes les responsabilités que peut contracter un intervenant sur un chantier via les assurances, que ce soit la responsabilité civile décennale ou la responsabilité civile professionnelle. Et il y a aussi toutes ces garanties contractuelles auprès de l'installateur et du fabricant, qui est en option, mais qui peut être assez importante à mettre en place. Et bien sûr, je ne vais pas m'attarder sur les assurances que doit souscrire aujourd'hui une copropriété pour éviter tout problème sur le chantier et même à l'avenir sur sa toiture. Donc il y a aussi, et ne pas confondre aussi avec les garanties de mise en œuvre. Donc on peut avoir des garanties très différentes sur le matériel. Donc ça, on connaît quand même plutôt bien les garanties, que ce soit les garanties de parfait achèvement, les garanties de bon fonctionnement, les garanties biennales, et plus long terme, sur l'installation elle-même, c'est tout ce qui est garantie décennale. Donc après une garantie, on peut avoir des garanties de conformité contre tout ce qui est vis caché, qui peut s'appliquer sur des éléments constitutifs des panneaux. Donc c'est vraiment des éléments du panneau et pas l'installation en elle-même. Donc concrètement, nous, en tant qu'ALEC, on propose aux particuliers, aujourd'hui, avant de se lancer directement sur des études de faisabilité, d'avoir ce qu'on appelle une étude d'opportunité, donc une fois vérifier si sur site c'est possible d'installer des panneaux photovoltaïques, c'est de voir comment on peut évaluer vraiment le potentiel solaire et aussi les aider dans leur choix en termes de modèle économique. Là, on parle bien sûr de modèle économique pour tout ce qui est investissement de la copropriété. Donc ça peut être de l'autoconsommation ou de la vente totale. Donc qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui en compte pour évaluer le potentiel solaire? Déjà, c'est de vérifier le type de toiture qu'on a. Ce que j'avais dit tout à l'heure, il y avait mon potentiel solaire de la région de France, qui donne une première idée, mais on va beaucoup plus loin que ça. On va essayer de creuser un peu plus le projet, donc de vérifier quand même s'il n'y a pas des encombrements autour de la toiture, pour voir si c'est vraiment possible d'installer des panneaux. De voir l'état aussi de la structure, de voir si elle est quand même en mesure d'accueillir des panneaux, parce qu'une toiture, au final, elle a sa charpente, ou ça peut, dans une toiture terrasse, elle est prévue à certains effets. Donc si on veut installer des panneaux, on va voir que en fonction de la toiture, il faudrait quand même les orienter vers plutôt une étude structure. Ça, on verra ça plus tard. Parce qu'il faudra éviter que les panneaux endommagent, entre guillemets, la toiture, et il faudra tout refaire l'étanchéité, là, ça sera un peu dommage. Donc vérifier bien sûr l'orientation des panneaux et l'inclinaison des panneaux pour avoir le meilleur apport solaire. Donc voir la surface qu'on peut exploiter, ce qu'on appelle souvent la surface utile en mètres carrés sur la toiture que peut utiliser au final, et de voir qu'est-ce qui est masque proche, parce que finalement, mon potentiel solaire d'Île-de-France ne prend pas en compte ça. Donc nous, c'est quand même de vérifier s'il n'y a pas un ombrage important
autour de la toiture pour éviter que vos panneaux ne captent plus un seul rayon et donc ne produisent plus d'électricité. Et bien sûr de calculer la puissance que vous pourriez avoir sur vos panneaux. Donc là, vous avez entre guillemets les orientations et les inclinaisons qui sont les meilleures entre guillemets. Donc en termes d'inclinaison, d'orientation, on va plutôt favoriser tout ce qui est sud-ouest pour avoir une optimisation de la production. Et on va incliner, on va dire, on peut de 30 à 45 degrés, c'est peut-être la meilleure inclinaison pour capter les rayons solaires. Donc à la stress, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, le potentiel solaire il est quand même bien plus développé et plus intéressant dans le sud, mais pour autant, dans d'autres régions de France, on peut avoir un certain intérêt à se lancer sur ce type de projet. Donc là, voilà, c'est clairement le type de ce qu'on prend en compte quand on calcule la surface utile de la toiture, de prendre en compte les obstacles, que ce soit les cheminées, des gaines de ventilation, comme on peut le voir sur le schéma, et bien sûr prendre en compte les masques s'il n'y a pas un bâti qui est plus élevé à côté, en termes d'auteur, et de veiller à que les règles de sécurité soient bien prises en compte, donc de faire attention à tout ce qui est acroterre, d'avoir quand même une distance, je crois que c'est 1 mètre ou 1,5 m, ça dépend de la configuration de la toiture, mais à éviter quand on installe des panneaux. Alors n'hésitez pas, je te coupe un peu Jonathan, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, notamment s'il y a un point qui n'est pas très clair. Voilà. Vous avez l'onglet Q et R dans vos questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions. Voilà. Et du coup, on va regarder bien sûr le type de toiture. Donc en fonction de la toiture, c'est assez important. Donc, notamment les ABF, aujourd'hui sur certaines zones protégées, va plutôt privilégier l'intégration du haut bâti, qui est quand même plus complexe. Donc vraiment réaliser un test d'étanchéité sur la toiture. Et pour le coup, ça n'a pas besoin d'études structure. Mais pour d'autres bâtiments comme ceux qui ont des toitures terrasses, là, il ne faudra pas négliger l'étude structure. Comme je disais tout à l'heure, les panneaux, ça représente un certain poids. Donc si ça endommage la toiture, ça peut être un peu compliqué. Surtout que ça peut entraîner des surcoûts assez importants par rapport au projet initial. Donc après, je ne vais pas trop m'attarder sur le type de toiture. Je pense que vous connaissez, en tant que professionnel, vous êtes plus habilité à me parler des différentes toitures qui existent. Donc par rapport à la réalisation d'études d'opportunité, donc l'idée c'est nous de prendre en compte un peu tout le potentiel solaire que peut avoir la copro et bien entendu de veiller à voir quel type de modèle économique serait plus intéressant pour la copro. Donc il faut bien distinguer 2 types de modèles, enfin on a 3 mais on va en distinguer 2, donc notamment la vente totale, où là la copropriété va plutôt chercher à percevoir un revenu, vu qu'elle va vendre l'électricité qu'elle va produire. Et dans le deuxième temps, on va plutôt chercher à économiser, faire des économies de charge sur nos factures d'électricité via tout ce qui est projet d'autoconsommation, soit totale, soit avec la vente du surplus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la principale différence, elle est purement économique. Parce que dans tous les cas, même si vous faites de la vente totale, aujourd'hui, l'électricité que vous allez produire, elle est réinjectée sur le réseau et elle sera consommée au plus proche. Donc vous allez renvoyer l'électricité que vous avez produite et la reconsommer derrière, globalement. Donc finalement, dans le choix du modèle économique de la copropriété, ce qu'on va favoriser aujourd'hui, enfin favoriser c'est un bien gros mot, c'est étudier bien sûr si c'est intéressant de partir sur la vente totale ou sur de l'autoconsommation. Donc ce qu'il faut savoir sur l'autoconsommation, c'est que qu'est-ce qu'on va chercher à faire quand on fait de l'autoconsommation. Donc bien sûr, ce que je dis, c'est de faire des économies sur nos factures, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas sur la partie, sur comment se fait une facture d'électricité, on va plutôt aller chercher à réduire la puissance en fait, électrique qu'a souscrit une copropriété. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a une partie fixe et une partie variable dans une facture d'électricité. Donc nous, c'est vraiment la partie fixe qu'on va chercher à modifier, notamment via la puissance souscrite. Parce que finalement, la partie variable, vous le savez tout comme moi, c'est qu'elle est soumise quand même au prix du marché, donc le prix est assez fluctuant. Donc même si vous allez diminuer votre consommation, si vous ne changez pas votre puissance souscrite, si le prix de l'énergie
augmente encore, ça ne va pas avoir d'impact réel sur la diminution de vos charges à long terme. Pour distinguer, c'est que faut bien distinguer les termes d'autoconsommation et d'autoproduction. Donc l'autoproduction, c'est ce qui permet en fait de calculer la proportion de kilowattheures qui sera autoproduite, et donc qui va permettre de calculer l'économie qu'on va faire sur la part variable de la facture. Et puis voilà, donc après l'idée c'est quand même d'avoir un temps de retour, de calculer un temps de retour sur investissement pour la copro. Donc ça c'est prévu aussi dans le cadre de notre étude d'opportunité. Donc elle a quand même des limites aujourd'hui cette étude d'opportunité, puisqu'on ne va pas faire, on va pas vraiment avoir on a des outils qui permettent bien sûr de calculer tout ça, mais il y a certains paramètres, notamment le profil de consommateur qu'on peut modifier, ne sera pas pris en compte. Donc typiquement pour calculer au pas de charge, qu'est-ce que va consommer et produire la copro, et qu'est-ce qu'elle va chercher à autoconsommer tout au long de la journée. Parce qu'il faut savoir que finalement, la production, elle se fait de 8h à 18h, du matin jusqu'à tomber du soleil le soir. Donc nous, on ne va pas avoir, dans notre logiciel qu'on utilise aujourd'hui, on ne va pas avoir cette finesse du profil du consommateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question si on ne va pas se doter aujourd'hui d'outils qui nous permettraient d'avoir un profil plus précis de la copropriété, notamment sur à quel moment de la période de la journée elle va consommer beaucoup ou, contrario, consommer moins. Voilà, du coup, on a vu cette partie-là. Donc, qu'est-ce que nous, après, en tant qu'ALEC, on fait, c'est on ne va pas réaliser une étude de faisabilité. Nous, concrètement, on va quand même orienter aujourd'hui vers les bureaux d'études, qui sont spécialisés sur les études de faisabilité et techniques, mais sur lequel on va pouvoir accompagner et conseiller le particulier, c'est vraiment à l'appui de cahier des charges. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de se lancer dans un projet, il faut bien rédiger un cahier des charges pour comprendre le projet de la copro, sur quoi elle s'oriente et quels sont ses besoins. Parce que finalement, il y a beaucoup de copropriétés aujourd'hui qui peut déjà connaître ou savoir sur quoi elle veut partir, notamment sur le modèle économique. Certains veulent faire directement de la vente totale ou faire de l'autoconsommation. Donc ça dépend un peu de la sensibilité de la copro. Mais en faisant une étude de faisabilité, on va s'assurer, avec le bureau d'études, de proposer le bon choix à la copropriété pour que son projet soit réalisable et qu'il soit aussi économiquement viable. Parce que ça sert à rien de se lancer dans un projet s'il n'y a aucun retour sur investissement sur le long terme. Et petite question peut-être Jonathan, mais est-ce que tu pourrais rappeler la majorité nécessaire pour adopter en AG de copro des travaux d'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques? Il me Est-ce semble que qu'on est c'est sous là. l'article 25? Il me semble que c'est l'article 25. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Notamment, si on commence à faire de la vente totale, je pense que ça peut jouer sur les finances de la copro, mais normalement, c'est de l'article 25. On est sur un projet quand même hors rénovation classique qui serait en article 24. Super, merci. Et après, voilà, on va aussi appuyer sur l'analyse des offres que peut faire un bureau d'études. Donc notre rôle, ça reste quand même, en tant qu'ALEC, c'est de conseiller les copropriétés et les particuliers dans leur choix. Donc on a toute une grille aujourd'hui d'analyse qui permet de consulter d'analyser les différentes offres que les bureaux d'études peuvent faire, que ce soit sur une étude de faisabilité ou même sur une étude de maîtrise d'œuvre. Donc je vous ferai un petit retour aussi sur une étude de faisabilité qu'on a suivie sur une copropriété à Pantin, pour avoir un exemple un peu plus concret pour étayer mon propos. Et on va aussi faire de l'appui sur le choix de matériaux ou même un appui sur le modèle juridique et économique que peut prendre le projet. Donc finalement, nous, en termes de choix de bureau d'études, on va plutôt orienter principalement aujourd'hui vers l'annuaire du professionnel du coach copro, qui est bien sûr animé aujourd'hui et géré par Jessica. Mais il y a d'autres annuaires aussi qui permettent de trouver un bureau d'études, donc que ce soit notamment via l'annuaire des qualifiés OPQIBI, ou même tout ce qui est qualité ENR, pour trouver des professionnels. Donc là, c'est au sens large, hein, que ce soit sur les bureaux d'études, ou même sur tout ce qui est installateur de panneaux photovoltaïques. Donc il faut être assez vigilant aussi sur les installateurs PV,
donc s'assurer qu'ils ont bien les qualifications et les certifications professionnelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un arrêté quand même du 9 mai 2017 qui conditionne l'obtention des aides par rapport à leur qualification RGE. Mais il faut bien vérifier quelle qualification ils doivent avoir et de certification aussi, également. Donc pour ceux qui vont juste installer les panneaux, on va plutôt regarder les qualifications en électricité, mais il ne faut pas aussi négliger tout ce qui est qualification sur le bâtiment. Donc si vraiment on veut être raccord, que ce soit pour un petit ou un gros projet, c'est plutôt d'aller voir si l'installateur a bien le CALIPV module BAT ou même la qualification CALIBAT 5911 pour s'assurer que, bah, à la fois pour l'obtention des aides, mais aussi qu'il ait bien les qualités pour installer les panneaux. Donc il faut être assez vigilant finalement sur le type de qualification. Je ne vais pas redétailler, vous avez la slide qui vous explique les qualifications qu'on peut avoir dans le domaine d'installation de panneaux photovoltaïques et également les organismes qui les délivrent. Donc pour ceux qui veulent à terme être installateurs ou pas. Donc je vais revenir plus globalement sur un projet qu'on a suivi à Pantin. Donc c'est un projet qui a été assez intéressant, d'une part parce que c'est un bâtiment qui s'est lancé quand même sur un projet d'orientation globale, qui avait lancé déjà dans un premier temps un audit global en 2017, qu'on a revu courant 2019 et 2020 pour connaître un peu ses besoins, pour savoir quel intérêt elle aurait aujourd'hui d'installer des panneaux. Donc en 2020, elle a pu réaliser une étude de faisabilité, on aura un peu les résultats après. Donc concrètement, c'est ce que je disais en tout début de séance, c'est qu'on va toujours s'interroger sur la pertinence du projet. Donc là, en l'occurrence, on est sur une copropriété qui a été chauffée complètement en électrique. Donc là, clairement, elle avait des besoins en termes d'autoconsommation et de réduire ses dépenses énergétiques qui étaient assez élevées. Donc il y a à la fois un projet de rénovation énergétique en cours sur ce bâtiment-là, et le fait de rénover aussi les toitures, c'était important pour eux d'avoir un projet de panneaux photovoltaïques. Donc après, en termes de retour, c'est que là, aujourd'hui, le taux d'autoproduction qu'on voit, il aura plutôt tendance à augmenter, puisque là, il est que de 7%. Donc là, la copro, on retravaille un peu avec eux, enfin mon collègue et le bureau d'études, parce que c'est un collègue qui gère le suivi de cette copropriété, qui conseille. Donc l'idée, c'est d'augmenter en fait le taux d'autoproduction et peut-être de réduire le taux d'autoconsommation, parce que l'idée, c'est d'augmenter la copropriété, elle est en train de réévaluer à la hausse son projet. Elle voudrait mettre plus de puissance sur ses toitures en termes de production de panneaux photovoltaïques, et donc de réduire sa part d'autoconsommation et du coup de vraiment rentrer dans ce qu'elle souhaite faire, c'est de réduire à terme ses dépenses. Et il y a tout un travail aussi qui sera à terme à mener, c'est un travail de programmation pour déplacer les charges électriques qu'elle peut avoir tout au long de la journée, pour vraiment profiter au mieux de la production d'électricité sur site. Donc après, là, on peut le voir, c'est qu'on est quand même sur un temps de retour brut autour de 15 ans, donc c'est plutôt intéressant. Après, faire attention quand même au taux d'actualisation, qui est en fait l'augmentation de la valeur dans le temps du projet. Donc c'est bien sûr de prendre en compte tout ce qui est durabilité de la centrale, en termes de vente totale ou même en termes d'autoconsommation. Là, clairement, la copropriété, elle était plutôt axée sur l'autoconsommation et pas du tout sur de la vente totale. Sachant qu'aujourd'hui, la vente totale, elle pose quand même question sur le long terme. C'est vrai qu'il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a 10 ans, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait installer des panneaux pour faire de la vente totale, et donc de percevoir des revenus. Aujourd'hui, vu le prix de l'électricité et le prix de rachat, on peut se poser la question quand même sur le long terme de la pertinence de ce modèle économique, en fonction bien sûr de la personne qui fait la demande pour ce type de projet. C'est vrai qu'en copro, on n'a pas les mêmes besoins que dans le tertiaire ou en maison individuelle. Donc on fait un bref récapitulatif un peu des projets comment on accompagne finalement un projet de PV en copropriété. Donc c'est vrai que c'est un projet qui prend du temps. Comme dans la rénovation énergétique, on est plutôt sur un projet en moyenne sur 3 ans. Donc ne serait-ce que déjà la première année sur la phase de réflexion, sur laquelle on peut amener la copropriété à réaliser une étude d'opportunité. Puis ensuite, la copropriété va
échanger au sein de la copropriété et faire une réunion de membres du conseil syndical pour décider de ce qu'ils veulent faire à terme sur leur projet, notamment de consulter un professionnel pour réaliser une étude de faisabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, l'étude d'opportunité, ça permet de préparer, entre guillemets, le terrain pour une étude de faisabilité. Parce que finalement, nous, on va toujours diriger et compléter notre conseil vers, vers l'orientation d'une étude de faisabilité pour que la copropriété puisse avoir les garanties que son projet est viable dans le temps. Donc c'est vrai que les études, elles sont moyennes, je dirais autour de 1000 à 2000 euros en termes d'études de faisabilité. Après, ce qu'il ne faut pas négliger, ce que je disais tantôt, c'est tout ce qui est études de structure. L'étude de structure, ça peut être assez important en fonction de la complexité de la toiture, qui peut engendrer un prix quand même non négligeable. Et ensuite, bien sûr, la copro va pouvoir voter l'étude de faisabilité en AG et de montrer les résultats aux copropriétaires pour montrer du coup, la faisabilité technique et la viabilité économique de son projet pour que la copropriété se lance sur le long terme sur son projet de PV. Et une dernière chose qu'on ne regarde pas assez, que ce soit en fait aujourd'hui sur le PV ou même sur des éléments de chaufferie ou de travaux, c'est tout ce qui est le suivi et la maintenance. Donc c'est un temps qui est assez... c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention, sur l'entretien, sur les contrats d'exploitation et sur la maintenance du matériel, parce que ça ne sert à rien d'installer un matériel qui va marcher en un instant T et qui, sur le long terme, ou sur lequel on ne va pas faire attention si le matériel n'est pas défectueux ou pas. Ou même ne serait-ce que nettoyer les panneaux. Ça peut paraître anodin, mais c'est pas négligeable. Peut-être, on pourrait peut-être prendre 2-3 petites questions, si ça te convient, Jonathan. Notamment, est-ce que tu aurais un ordre d'idée du nombre d'études d'opportunité réalisées en 2019-2020 sur la copropriété et le taux de transformation en travaux? On n'en a pas énormément. C'est vrai que l'étude d'opportunité, c'est quelque chose qu'on a mis, pour être complètement transparent sur la démarche. On l'a vraiment initié fin 2019. On a vraiment créé tout un modèle d'analyse ce serait-ce que la facture des copropriétaires, quel logiciel on va utiliser. Cette démarche-là, elle a enclenché que récemment. Donc concrètement, à ce jour, depuis 2019, on a peut-être accompagné, si je dis pas de bêtises, j'en ai suivi une collègue, une aussi, donc on est sur 3 ou 4 études d'opportunité, ce qui n'est pas énorme en soi. Là, je parle sur la copro, parce que sur la maison, on en a quand même un peu plus, sachant que l'étude d'opportunité en maison, elle est quand même beaucoup plus simplifiée, alors qu'en copro, on va quand même réaliser pas une analyse très exhaustive. L'idée, c'est d'aider la copropriété à évaluer son potentiel solaire et à choisir son modèle économique, mais aussi d'avoir les arguments pour qu'elle puisse le défendre en AG. Donc, aujourd'hui, on n'a pas énormément de projets. En fait, là, j'ai l'impression que c'est une demande qui va commencer à augmenter dans le temps. On a discuté du coup avec des collègues de l'Agence parisienne du climat qui, pareil, a eu 3 ou 4 demandes aussi à l'échelle de la ville de Paris. Donc, on peut se poser la question si à l'échelle de la métropole, on ne va pas avoir plus de demandes. Et donc, dans ce cas-là, peut-être nous, en tant qu'agence, se coordonner au niveau de la métropole pour proposer une méthodologie assez commune, donc ce qui est déjà en cours avec l'Agence parisienne du climat. Donc, de voir si on ne peut pas assez de proposer et un partage partage de connaissances et bien sûr de faire retransmettre à chacun la connaissance de cette étude, la possibilité de faire une étude d'opportunité. Voilà. Et toujours au niveau des études de faisabilité, par contre, cette fois, est-ce que d'autres professionnels comme les architectes peuvent faire ce type d'études? Est-ce que, par exemple, vous êtes en contact avec des architectes qui font ce type d'études ou pas? Clairement, aujourd'hui, on est plutôt avec des bureaux d'études. C'est vrai que les architectes, si j'ai une, oui et non. J'ai un projet là sur Bondy où une architecte nous a sollicité, mais elle travaille aussi avec un bureau d'études. Ouais, c'est souvent un binôme, en fait, dans ce Ouais. genre de projet. Et à savoir, c'est que j'ai toujours tendance à scinder les deux compétences. Le bureau d'études, il va être très bon sur tout ce qui est études de faisabilité, technique et autres, mais il ne faut pas négliger aussi le regard de l'architecte, notamment sur l'intégration architecturale et même sur tout ce qui est aspect suivi administratif,
techniquement comment on va intégrer les panneaux, quelle esthétique, quel respect on aura au niveau du règlement urbanistique. Je pense que le regard d'un architecte est très, très important. C'est pour ça qu'on conseille aussi, nous, vivement, aux particuliers qu'on conseille, c'est aussi d'avoir un complément d'information auprès de nos collègues du CAE. Ok, super. Et pour finir, parce qu'on a aussi une question concernant l'intégration, quel est ton avis, quel est votre avis au niveau des MVE sur les bureaux de contrôle qui demandent à ce que le système d'intégration soit sous avis technique, ce qui est faisable pour les toitures traditionnelles, donc type tuile, ardoise, mais ce qui est rare, donc un seul visiblement actuellement pour les terrasses béton étanchées. Bah, après, il y a deux choses sur enfin, les deux. Je dirais, il y a plusieurs problématiques aujourd'hui sur les toitures terrasses. Moi, avant tout, c'est plutôt l'aspect structurel hein, qui va nous importer. Parce on a eu le cas, en fait, nous. Là, du coup, ça sort un peu. C'est plutôt mon collègue Eric Kenda qui suit ce projet, mais sur du tertiaire, enfin, plutôt du patrimoine public en l'occurrence, où les avis techniques, je dirais pas qu'ils n'ont pas été respectés par le bureau d'études, mais disons qu'on avait quand même vachement insisté sur l'importance de faire une étude de structure. Et le bureau d'études est vachement avancé sur le projet, on avait tous les éléments pour lancer le projet. Ils ont finalement fait l'étude de structure à la dernière minute, et on a remarqué que la toiture ne supportait absolument pas le poids des panneaux, et donc ça faisait 6 à 9 mois de travail inutile qui est parti en fumée parce qu'on a négligé des études de structure. Donc je pense qu'un avis technique de la part des bureaux de contrôle, c'est relativement importante à la fois déjà pour la viabilité technique, mais aussi tout ce qui est garantie, tout ce qui est assurance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est dommage d'ouvrage ou garantie décennale, ça implique quand même d'avoir la validité du bureau de contrôle. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui, je pense que tu as bien répondu à la question. On avait également un commentaire, questionnement de Laurent Dubin sur l'intégration de l'étude d'opportunité intégrée au DTG en option. Effectivement, enfin, j'aurais tendance à penser pour une copropriété qui se pose des questions et qui veut faire un diagnostic, de l'intégrer dès le début du projet. Ça donne déjà une certaine visibilité pour la suite. Clairement, c'est ce qui a été fait aujourd'hui sur le projet que je parlais à Bondy. C'est que la copro a. En fait, il faut aussi, je dirais, il y a le rôle des deux, que ce soit nous en tant qu'agence de conseil, mais aussi de la part des architectes ou des bureaux d'études, c'est de prendre un peu la température de la copro, de savoir si aujourd'hui elle a quand même une sensibilité à s'orienter vers un projet sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc oui, l'étude d'opportunité, pour moi idéalement, c'est qu'elle soit intégrée directement dans la phase de diagnostic via un DTG ou un outil global par exemple. Ce serait Super. plus pertinent. Ouais. Ouais, tout à fait. Merci. Je te propose de continuer quand même la présentation et on prendra les autres questions juste après. Du coup, on va parler des orientations d'initiatives citoyennes et les autres acteurs. Ça, je vais être assez bref. Pour le coup, j'ai deux collègues qui travaillent vraiment dessus. Donc, c'est Eric Kenda et Héloïse Joly. Donc, Eric Kenda, il est plutôt référent sur tout ce qui est technique et énergie renouvelable et le patrimoine public. Et Héloïse Joly est plutôt, elle, référente sur tout ce qui est stratégie climat. Donc, c'est vrai qu'elle est amenée à travailler aussi avec les acteurs qui font la promotion des énergies renouvelables et qui portent des initiatives citoyennes. Donc pour revenir globalement sur une initiative citoyenne, pour être assez succinct, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en région Île-de-France, il y a des aides qui existent dans l'art de la région pour tout ce qui est études, du coup études de faisabilité. Donc c'est vrai que l'initiative citoyenne c'est assez particulier parce qu'on est clairement, le portage il est fait par l'initiative, donc la copropriété va céder entre guillemets sa toiture, elle va la mettre en location et pouvoir toucher un loyer entre guillemets pour le fait qu'elle met à disposition sa toiture. Donc après, c'est souvent des surfaces de toiture relativement importantes, quand même supérieures à 200 mètres carrés. Donc ça demande quand même une certaine capacité. C'est pour ça que c'est assez complexe à mettre en place dans le milieu de la copropriété. J'ai une copropriété qui m'est soufflé l'idée de est-ce qu'on ne peut pas réunir plusieurs copropriétés pour se lancer dans ce type d'initiative. Je lui ai dit c'est déjà compliqué de mettre d'accord une copropriété. S'il faut mettre d'accord plusieurs copropriétés, ça peut être compliqué. Mais à savoir qu'aujourd'hui, nos collègues dans le sud, qui ont quand même plus avancé aujourd'hui sur ces questions de photovoltaïque, eux, ils arrivent à mettre en place ce type d'initiative, notamment dans la région Rhône-Alpes, Sud-Rhône-Alpes, il me semble, ils ont réussi à mettre en place ce type de projet. Donc pourquoi pas l'avenir, si on arrive à avancer un peu plus sur la question d'avoir ce type de portage financier. Parce que finalement, les copropriétaires, ce qui peut parfois les embarrasser sur ce type de projet, c'est de s'occuper, comme je disais,
à la fin des travaux, c'est tout ce qui est maintenance et contrat d'exploitation. C'est vrai que si elle est portée par quelqu'un d'autre, parfois ça les soulage un peu sur leur projet. Donc voilà. Donc après, il y a tout ce qui est portage pour un investisseur privé. Donc en général, on va plutôt parler de tout ce qui est bail amphithéotique pour avoir une durée de temps, une durée dans le temps de combien de temps on met à disposition sa toiture. Donc voilà, on a plusieurs types. Donc on a les partenaires privés sur tout ce qui est direct, ou même, enfin il y a plusieurs modèles qui existent. Ça, je ne vais pas trop m'étayer dessus. C'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude de traiter. Mais si vous voulez plus d'informations, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi, et je vous orienterai vers un collègue qui sera plus à même de vous répondre sur ce type de projet. Donc, pour finir, si on voit qu'un projet n'est pas du tout viable en termes de PV, mais que la copropriété est quand même assez investie et qu'elle est motivée et sensible à tout ce qui est énergie renouvelable, on va orienter vers tout ce qui est achat d'énergie verte. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà? Qu'est-ce qu'une offre d'énergie verte? Donc, c'est bien sûr de l'électricité qui est produite via des sources d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie principalement utilisée dans le cadre d'énergie renouvelable, c'est plutôt l'énergie hydraulique via les barrages. Donc, c'est vraiment la grosse part aujourd'hui de notre production. Donc, il y a aussi l'éolienne, le solaire, qui est aussi mis en avant. Bon, vous avez pu le voir tout à l'heure en introduction. Donc, ce que nous, on va aussi chercher à expliquer aux Alors, je crois qu'il y a particuliers. un problème, Jonathan, on ne t'entend pas. On ne t'entend plus. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, Ok, c'est bon. Oui, super. c'est parfait. Du coup, ce que nous, on va chercher, parce que vous avez pu voir ces dernières années, on a un peu plein d'offres qui sont apparues sur le marché. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout les garanties d'origine. C'est de s'assurer que l'énergie elle est bien produite à l'échelle locale, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, et pouvoir avoir une traçabilité en termes de production. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des certificats qui sont délivrés à des producteurs en fonction de leur part de production en renouvelable. Parce que c'est vrai on peut aujourd'hui voir sur le marché des offres où ils disent on a 50% en ENR et 50% en énergie fossile, ou parfois 100%. Donc il faut un peu nuancer les propos et vérifier qu'il y a bien les garanties d'origine qui permettent d'être sûr que cette énergie est produite localement. Donc, bien sûr, c'est la société PowerNext aujourd'hui qui assure la délivrance et le transfert d'étudiation de garanties d'origine sur le registre national des garanties d'origine. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport aux garanties d'origine, c'est bien sûr une directive européenne, c'est de faire la promotion finalement des énergies renouvelables. Et si on a une garantie d'origine, c'est que ça assure d'avoir le prix des garanties d'origine, c'est d'avoir bien sûr je dirais, pouvoir s'assurer qu'un producteur en profite aussi. L'idée, c'est pas uniquement de se dire on va faire de l'énergie renouvelable, c'est aussi de s'assurer que ça crée de l'emploi et de l'activité quand même au sein de notre territoire ou même à l'échelle européenne. Donc c'est de s'assurer que le prix d'origine correspond bien au prix du marché. Donc il y a plusieurs types d'offres qui existent. Donc il y a les offres conventionnelles, les offres vertes standard et les offres premium. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les offres conventionnelles, c'est tout ce qui est énergie fossile, donc ça on va passer dessus. Donc, faire la différence entre en fait les offres vertes standard et les offres premium, c'est que les offres vertes standard, elles n'ont pas toujours une garantie d'origine, sur ce que j'ai insisté tout à l'heure, donc d'avoir une production locale, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. Donc, c'est vraiment pour s'assurer aujourd'hui qu'une offre verte soit d'origine européenne ou locale, il faut plutôt s'orienter vers une offre verte dite premium. Donc ça, c'est un peu la répartition des garanties d'origine d'électricité en France en 2017. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va principalement que l'énergie est produite via les barrages, en fait, ça reste hydraulique, et que les autres types d'énergie qu'on peut avoir, ne serait-ce que tout ce qui est méthane, la production via la valorisation des déchets, ou même la production d'éolien, le bois et autres. Là, on voit que même la part finalement en panneau photovoltaïque est assez mince, donc c'est vrai que ça demande à se développer sur le long terme. Donc, finalement, qui propose aujourd'hui des offres d'électricité verte? Donc, il y a un guide qui a sorti Greenpeace sur les analyses,
qui réactualise chaque année, il me semble. Et donc, on a quand même quelques producteurs, quelques fournisseurs d'énergie comme Enercop ou WEEE ou Urban Solar qui présentent vraiment une offre premium qui a été vérifiée et qui a été certifiée vraiment une offre premium. On a bien vérifié l'origine de la production. Donc, faire vraiment quand même très attention aux offres qu'on peut avoir en termes d'énergie verte. C'est vrai que si on se lance aujourd'hui sur une énergie verte entre guillemets classique, il peut s'avérer que ce ne soit pas tellement écologique si l'énergie est quand même transportée à l'autre bout du monde. Donc, ce qu'il faut savoir par différence de l'offre standard et l'offre premium, c'est qu'en choisissant une offre d'électricité verte, le consommateur va aussi contribuer à la rémunération de producteurs d'énergie renouvelable à hauteur de 5 euros par an, plutôt sur une offre standard, alors que si elle va partir sur une offre premium, elle va quand même, entre guillemets, rémunérer un producteur local à hauteur de 131 euros en moyenne par an. Donc, le fait de choisir une offre premium, c'est aussi d'avoir un rôle important à l'échelle locale, mais même en tant qu'acteur, c'est de favoriser aussi l'emploi à l'échelle locale et à aider nos producteurs à constamment pouvoir proposer des offres vertes qui sont dites premium, donc localement. Donc ça crée aussi de l'emploi. Enfin, il y a tout un cheminement et toute une logique économique et je dirais durable dans le temps, parce que ça favorise à la fois du coup, une énergie un peu plus propre, mais aussi de la création d'emplois et de rémunérer les personnes qui font aujourd'hui cette démarche. Donc, comment choisir une offre d'électricité verte? D'une part, c'est d'identifier les différents types de fournisseurs, notamment il y a un guide qui recense un peu les différents types de fournisseurs d'énergie verte. Donc, il y a aussi un site de comparateur d'énergie qui existe, notamment comparateur info, énergie info. Donc, l'idée, c'est d'une part, c'est de s'assurer qu'il y a les garanties d'origine, de savoir quel type d'énergie renouvelable vous sollicitez quand vous prenez leur offre, donc d'où elle vient, si c'est de l'hydraulique, si c'est du PV, si c'est du bois, peu importe. Et donc, pour une copropriété ou même un particulier, c'est de toujours prendre en compte ses consommations actuelles, notamment via son point de livraison ou son point de comptage énergétique, de relever l'index, de préparer un RIB, et de prendre à la rigueur soit rendez-vous avec nous pour qu'on étudie un peu la question, et sinon de s'orienter directement vers le fournisseur de leur choix. Donc voilà, pour conclure sur ma présentation, c'est ce que je disais en introduction. Donc nous, sur tout ce qui est projet de photovoltaïque, c'est d'avoir une démarche un peu plus globale, c'est de toujours veiller à avoir un projet cohérent par rapport à la copropriété. Donc là, on va plutôt avoir l'approche négawatt, donc c'est toujours privilégier la sobriété, l'efficacité, ensuite les énergies renouvelables. Donc c'est veiller quand même à avoir un projet qui tienne la route, entre guillemets, donc de favoriser déjà un projet qui va réduire finalement la dépense énergétique de la copropriété. Donc dans le cas typiquement de Pontin qu'on a suivi, c'est une copropriété qui se lançait quand même dans des projets importants de rénovation énergétique. Donc on savait qu'elle allait quand même réduire un peu ses dépenses, et donc d'accompagner aussi son projet vers du coup sa sensibilité des énergies renouvelables et de lui proposer un projet de panneaux photovoltaïques si c'était cohérent dans son projet. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Jonathan. Effectivement, nous avons 2 questions. Donc, est-ce que vous intégrez également la végétalisation avec les panneaux de type biosolaire ou pas dans les projets? Et que pensez-vous des toitures Des toitures biosolaires? Ah, Donc avec de la PV et végétalisation. les végétaux. Ouais. Et la végétalisation. Pour le coup, a priori, nous, on a très peu de projets, même déjà de végétalisation. Donc, je pense qu'à Paris, vous avez la même problématique. Ouais, on travaille effectivement avec quelques bureaux d'études, quelques structures qui proposent des études sur la végétalisation, mais après, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de projets qui sont sortis sur la partie végétale. Donc, j'aurais pas énormément de retour dessus, sachant quand même que la végétalisation, il y a plusieurs types de végétalisation, qu'elle soit partielle ou complète. Enfin, il y a plusieurs types de végétalisation, et qu'est-ce qu'on veut chercher à avoir sur la copro, enfin, sur quel projet on l'oriente. Bon, là, pour le coup, pour être complètement honnête, j'aurais peu d'avis là-dessus, mais n'hésitez pas à me reposer la question par mail, que je la transfère à un collègue qui, lui, travaille plutôt avec du tertiaire ou du patrimoine public, et là,
j'aurais peut-être plus de réponses à vous fournir. Parce que c'est vrai qu'en copro, c'est assez complexe. Déjà, même avoir un projet de végétalisation, c'est pas toujours facile. Alors, avoir un projet qui couple le solaire et la végétalisation, c'est un peu plus rare, même très rare. Après, la ville de Paris a réalisé un guide qui est bien fait, donc je vous invite à consulter sur la végétalisation, donc Mm. avec tout type de végétalisation, et puis même, il me semble qu'il y avait une petite partie solaire, donc ça peut aussi peut-être répondre en partie à la question. Et sinon, on voudrait savoir ce que tu avais enfin, ce que tu connaissais des artisans proposant des panneaux en CIGS en Île-de-France. Si on a des Donc, listes de personnes à proposer, du coup, ouais. bah, du coup, en En fait, par rapport à CIGS, ce que enfin, en tout cas, qui propose des panneaux en CIGS. Je pense que c'est bien spécifique, c'est les cellules. Mm. Ça, il faudrait que vous me reposiez les questions. Bah, on doit pouvoir quand même les filtrer, celles-ci. Après, c'est peut-être aussi des fabricants, peut-être plus repérer des fabricants Ouais, parce que avec pour la qualité, là, clairement, l'énergie. c'est ce que la personne Ouais, cherche, c'est d'avoir des origines vraiment spécifiques et des normes françaises, européennes. Là, c'est vrai que c'est plutôt un fabricant qui vous donnerait les réponses par rapport à un artisan. Mais ouais, après, je pense qu'on peut aujourd'hui, notamment via le qualité ENR, là, l'annuaire, de filtrer et de voir quel type quel type d'installateur propose ce type de matériaux. ouais. C'est vrai que sur quelle énergie, je pense qu'on aura peut-être plus d'éléments Mm. que sur l'annuaire Code Copro notamment. Et est-ce que tu as un avis sur les tuiles en PV? L'étude? Les tuiles, pardon, en PV, comme Euh, Sunlight. Ouais. ouais, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quand même très expérimental, même si ça commence à se commercialiser. Donc en termes de rendement, à voir. Pour moi, c'est vraiment essayer de voir si en termes de rendement, c'est intéressant ou pas, et de voir comment elle s'intègre sur le long terme sur la toiture. Donc ça peut être une alternative qui sera intéressante à développer, mais aujourd'hui, j'ai pas plus d'avis que ça sur la question. Merci, Jonathan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, pour rappel, donc, Jonathan, il a bien mis ses coordonnées. L'ensemble des présentations vous seront envoyées d'ici la fin de la semaine. Et cet événement sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube d'ici une semaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu, pour vos collègues, n'hésitez pas à diffuser cette présentation. Ok. Donc, Alors peut-être moi, j'aurais peut-être juste une dernière question. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, mais tu disais que vous, sur le territoire, donc il y avait plus de projets en maison individuelle qui sortaient. Est-ce hein, que justement les projets qui sortent sont avec des panneaux, on va dire, classiques ou parfois il y a aussi peut-être une pose de tuiles en PV ou des choses comme ça qui sont étudiées dans ces projets non, on est quand même sur quelque chose de relativement classique. classiques? Ok, Le particulier, il a quand même besoin de rassurer, donc il préfère être sur une offre un peu, enfin quelque chose qui a déjà fait ses preuves sur ça. Ouais. ok, ok, ça marche. Et là, donc en cours, donc c'est le Pantin. Ouais, en Pantin, elle est en cours. À Bondy, il faut que je revoie avec le bureau d'études et l'architecte Ok. dessus. Mais Pantin, il faut que je vois. Il me semble qu'ils étaient partants pour voter. Il faut que je demande à mon collègue où il en est sur le suivi. Et D'accord. après, Et j'ai est-ce que, d'autres projets aussi en cours, notamment à Charenton, où ils se posent vraiment des questions. Et l'autre, j'ai plus la commune, mais je sais qu'il y a un autre projet aussi qui est en stand-by là, actuellement. ok. Donc peut-être une visite de site après ou à la fin des travaux sur cette copro, Bah, peut-être. si la copro se lance bien sur les travaux, oui, ce serait idéal de lancer une visite de site et d'avoir entre guillemets des exemples à promouvoir. Parce que finalement, ce qui rassure, bah, je pense que tu le sais déjà mieux que moi, hein, donc vous organisez quand même Ouais. des visites de sites assez régulières, c'est que ça donne vraiment envie aux copropriétaires de se lancer. Donc il ne faut pas aussi hésiter aux professionnels qui opèrent sur nos territoires à revenir vers nous sur des projets, ne serait-ce déjà pour finaliser certaines choses ou même à nous faire des remontées de terrain pour qu'on puisse Oui, mettre en c'est avant ces super. projets-là. Exactement. Et puis moi, je vous invite quand même à regarder la carte des copropriétés rénovées. Donc je vais vous mettre le lien sur le chat. Et on a une copropriété, on a fait une visite aussi sur cette copro, donc c'est 15 rue Vouillet. Il a également mis en place des panneaux photovoltaïques en plus d'un projet de rénovation
de la copropriété. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à consulter ces fiches, parfois qui pourraient vous inspirer sur certains projets. Si vous ne retrouvez pas des projets exemplaires que vous avez menés sur le territoire de la métropole, vous pouvez revenir vers moi ou vers les ALEC qui sont sur ces territoires. Est-ce que vous avez dernière question? On peut encore reprendre une dernière question. Non, pas de question. Après, pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui, en termes d'exploitation, il y a la base de données BD, BDPV. Donc, je vais mettre le lien peut-être sur le chat, Ouais. qui permet de vous trouver des projets qui ont été faits plutôt en maison individuelle, pour le coup, si vraiment ça intéresse certains. Ah, tiens, j'ai trouvé le Donc, lien. je vais l'envoyer à tout, je vais l'envoyer aux participants. Donc, c'est un site qui recense quand même l'échelle nationale, si je ne dis pas de bêtises, les différents projets qui ont pu émerger. Après, c'est plutôt des initiatives de la part des particuliers de faire remonter leurs projets. Okay. Alors, l'adresse de la copropriété, donc c'est 15 rue Vouillet. Donc, c'est un projet qui est terminé. Si je ne dis pas de bêtises, terminé fin 2018 ou fin 2019, au courant 2019. Donc, projet qui a participé au Trophée Côte Courcouronnes l'an dernier. Et vous pouvez retrouver des fiches, des informations. Je crois même qu'il existe une petite vidéo aussi sur la copropriété. Donc, tout ceci est disponible sur la carte des copropriétés rénovées, donc 15 rue Vouillet. Voilà, bah écoutez, merci Jonathan pour d'être intervenu à nos côtés pour cette présentation complète. Merci à vous, spectateurs, d'avoir participé, d'être toujours aussi fidèles à nos rendez-vous. Je salue nos collègues du sud de Marseille qui sont présents aujourd'hui, que je salue. Merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de l'empiètement à Paris. Donc, cette fois, on ne se retrouve pas jeudi, mais bien mercredi 28 octobre sur Zoom. Vous allez recevoir le lien. Je vous invite à vous inscrire directement sur l'agenda. On va parler de l'empiètement à Paris avec la note qui a été rédigée par mon collègue Fabrice Fouriot qui est détaché au service d'urbanisme. Merci à vous. Bon appétit. Merci Jonathan. Et puis à Merci à bientôt. tous et à bientôt. Au revoir.